tu as acheté un immeuble pour $1. Pour $1 et j'ai accepté la dette en même temps. On a créé la première ambassade Bitcoin au monde, 2013, à Montréal. C'était Vitalik Buterin. D'accord, qui est venu à l'ambassade Bitcoin. Qu'on a le token, on a investi dedans, on veut le revendre, on peut. Et ça, dans l'immobilier, c'est du jamais vu. C'est pour quand l'Europe? Dans 10 ans, vous serez surpris de la taille de votre portefeuille. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui, en tout cas pour ce podcast. Donc écoute, je pense qu'on va commencer assez rapidement. J'aimerais bien que tu puisses donc te présenter et nous parler de ton parcours dans l'immobilier. Avec plaisir. Bonjour, Jean-Marc Jacobson, cofondateur de Realty. L'autre fondateur, c'est mon frère. Alors c'est mon partenaire, c'est mon frère pas par choix, mais c'est mon partenaire par choix. Ça, c'est quelque chose qu'on a décidé activement. On est partenaire depuis plus de presque 30 ans maintenant. Notre parcours, il est simple, on vient du monde immobilier, on est canadien. On a démarré dans l'immobilier dans les années 90 à Montréal. Et à l'époque, il faut se mettre un peu dans le contexte, il y avait une crise politique profonde dans le Québec. C'est-à-dire que le Québec voulait faire cessation de la fédération. Et donc, il y avait un vote d'indépendance pour la souveraineté québécoise. Le Parti souverain était très en avance et ça a créé un vent de panique dans toute la province où les gens réellement quittaient en masse Montréal et le Québec en général pour aller vers Ontario, Toronto et d'autres contrées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que traditionnellement, à Montréal, il y avait les quartiers généraux des grosses entreprises. Et celles-là sont partis avec eux, les exécutifs, les employés, etc. Et nous, on a acheté à ce moment-là. D'accord. On a acheté quand tout le monde vendait. Mais même notre avocat, on était bien jeunes à l'époque. Ouais. Même, vous êtes sûr, jeune homme, que vous voulez acheter en ce moment Mais pourquoi est-ce que je le souligne dans cette présentation? C'est que cette façon de faire a formé toutes nos acquisitions et notre parcours immobilier par la suite. C'est-à-dire que nous avons continué à chercher et à investir dans des zones défavorisées ou des zones à problème. Des zones où les gens ne voulaient pas investir, en fait. D'accord, ok. Et c'est comme ça qu'on a construit tout notre foncière au début. Okay. Donc, on a grandi d'abord à Montréal, puis à travers le Québec et le Canada. Est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement ce que c'est qu'une foncière? Foncière, c'est un regroupement d'immeubles. D'accord. Qu'on gère ensemble pour une entité. La foncière fait des acquisitions. D'accord. Elle a ça dans ses actifs. Et puis, il y a la gestion derrière et il y a les revenus. Et après, ça se revend le moment venu. Ok. Donc, c'est vraiment un amalgame de propriété, on va dire. C'est comme un fonds immobilier. Pourquoi, toi, tu as décidé, principalement avec ton frère, d'acheter de l'immobilier dont personne ne voulait? J'étais dans la finance à cette époque. Et quand j'ai vu le vent de panique qu'il y avait à Montréal, il n'y avait pas une grue dans la ville de Montréal à cette époque. C'est quand même criant. On s'est dit, mince, on est à 1 heure de Toronto, on est à 1 heure de Boston, on est à 1 heure de New York, on est à 3 heures de Miami. Peu importe ce qui se passe, ça va revenir. Et on était jeunes, on s'est dit, si on veut inscrire dans l'immobilier, c'est quand même long terme. Les prix qu'on peut avoir aujourd'hui, on les aura jamais. Et comme on était de Montréal quand même, on est de Toronto, mais on vivait à Montréal, on s'est dit, on connaît quand même. Dans le pire des cas, on est à la maison. Donc, c'est pour ça qu'on a acheté à ce moment-là. C'était une analyse rapide, bien faite, c'était facile de rentrer, on n'avait pas de compétition. Et quand on nous propose un immeuble de 78 unités dans le ghetto de McGill, on dit, c'était près de l'université, c'est l'un des meilleurs endroits, pour $1 canadien plus l'hypothèque compliquée et infernale. Je le souligne, c'est vrai, mais $1. Donc tu as acheté un immeuble pour $1? Pour $1 et j'ai accepté la dette en même temps. Donc il a fallu la renégocier, la retravailler, ça a mis 2 ans. Ok. C'était compliqué et c'était cher. C'est complexe que d'acheter $1, ouais. Mais quand même, c'est pas des choses que l'on voit. Et je l'ai jamais revu depuis. Ça a permis de grandir. Et ça a permis de grandir vite parce qu'on pouvait faire des acquisitions. On en a fait 18 en 1 an. Et après, on a pu en grandir après parce qu'on fait des garanties collatérales. On travaille avec les banques. On commence à se mettre ensemble avec les banques. Et puis, on travaille beaucoup. Et on s'est retrouvé avec 18 000 unités sous gestion. Alors, 18 000 unités, c'est gros, peu importe le standard. Que ce soit un gros fonds immobilier, que ce soit un petit truc, c'est gros. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de gestion. Et on a travaillé très dur au Canada et aux États-Unis. On était aussi aux États-Unis, dans le Colorado et dans d'autres endroits, avec toujours la même philosophie. On achète dans des endroits défavorisés, on rénove, on maintient, on stabilise et généralement, l'immobilier nous porte. L'immobilier, c'est des cycles. Tout le monde le sait. C'est des longs cycles. Quand on achète en haut du cycle, il faut attendre l'autre cycle et surtout, il faut être un vrai professionnel de l'immobilier. Il faut bien savoir gérer parce que l'argent se fait à l'acquisition et dans la gestion. C'est vraiment un travail de pro. Quand on achète en bas du cycle, on peut se permettre de faire beaucoup d'erreurs. Pourquoi ? Parce que le marché nous porte. Et nous, on était jeunes. À l'époque, on n'en avait jamais fait. Donc, quand on a acheté, on a fait toutes les erreurs dans le livre possible la première année. On a fait trop de rénovations qu'on ne pouvait pas amortir sur les loyers parce que c'était le rent control, les loyers sont contrôlés. On a fait plein de petites erreurs comme ça, mais le marché nous a porté. Et on s'est occupé de notre immobilier et on aime répéter le dicton. Si vous vous occupez de votre immobilier,
votre immobilier s'occupera de vous, le moment venu. Dans notre vie, ça a été très vrai. On a travaillé dur et au bout de 2006-2007, on a commencé à avoir des demandes de rachat par des gros fonds, des REITs et des fonds immobiliers, etc. On a plus ou moins vendu par morceaux notre immobilier entre 2006-2007. Non, 2007-2008, excusez-moi. Fin début 2008, on avait tout vendu. Alors, il y a des gens, enfin, pratiquement tout vendu. Il nous restait des petits éléments au Canada. Il y a beaucoup de gens qui peuvent dire le timing est parfait. Puisque 2008, il y a eu cette crise des subprimes, c'était incroyable, bravo. Alors, d'abord, c'est vrai pour le marché américain, mais ce n'était pas un calcul. C'est juste, ça s'est passé comme ça. Et ce n'est pas du tout vrai pour le marché canadien, où le marché canadien en 2008 a explosé. C'est le seul pays, je pense, développé qui a explosé après la crise de 2008, parce que justement, les lois étaient différentes. D'accord. Et il me semble d'ailleurs qu'en 2008, avant la crise des subprimes, vous avez revendu l'intégralité de votre portefeuille immobilier au Canada. C'est ça ? Oui. D'accord. Oui. Et alors que là, ça a explosé au Canada, ça a foncé en flèche vers le haut. Il y a un petit film YouTube dessus qui montre le prix de l'immobilier dans tous les pays. Et après 2008, tous les pays baissent, sauf le Canada qui monte. Truc. Mais on a bien vendu, il n'y a pas de regret. Ouais. Et on a surtout bien vendu le portefeuille américain à ce moment-là. Bon, j'imagine qu'il y avait un choix stratégique derrière tout ça. Et aujourd'hui, donc, toi et ton frère, vous avez développé une réelle expertise dans l'immobilier ? On a vraiment développé une expertise dans l'immobilier résidentiel en général. D'accord. Donc, on faisait très peu de commercial, très peu. On faisait pas de bureau et très peu de commercial, très peu de retail. C'est surtout de l'immobilier résidentiel. C'est ça qu'on faisait. Et l'immobilier, c'est un vaste champ. Hein. On peut pas dire que je suis expert immobilier dans tout type d'immobilier. Nous, notre niche, c'était vraiment l'immobilier résidentiel. L'immobilier résidentiel lui-même est une grande industrie. Il y a plein de sous-catégories dans lesquelles on peut se spécialiser. Nous avons, ces dernières années, depuis 2014, 2013, on s'est spécialisé dans la classe C. D'accord. Okay. Donc vraiment les loyers subventionnés, ce qu'on peut appeler le bas de l'échelle peut-être, mais c'est là où il y a beaucoup de rentabilité et beaucoup d'opportunités. D'accord. Sinon, on a fait aussi des hangars, on a aussi fait beaucoup de classe B, beaucoup de patrimonial. On n'a pas trop fait le luxe. On en a fait un tout petit peu. Bon, c'est une spécialité et c'est pas celle dans laquelle on excelle. Notre vraie spécialité, notre vraie valeur ajoutée est dans tout ce qui demande beaucoup de gestion intensive. Okay. Donc la classe C est à beaucoup moindre mesure, la classe B. D'accord. Ok. Alors là, quand on parle de classe A, classe B, classe C aux États-Unis, ça a à voir avec l'âge, principalement de la propriété. Plus de 30 ans, c'est classé, en dessous, truc. Et puis, avec le temps, ça, c'est la définition officielle. Mais avec le temps, ça représente plutôt la qualité de l'immobilier et des locataires. D'accord. Voilà. Donc, quand on dit classé, on entend plutôt loyer subventionné, on entend des choses comme ça, dans des banlieues qui ne sont pas très huppées, ou pas du tout huppées. Et c'est beaucoup de travail. Et surtout, comme c'est classé, la propriété a un certain âge. Donc, il y a toujours des travaux à faire. Voilà. Donc, c'est là où on a notre valeur ajoutée, on sait comment faire, on a notre équipe parce qu'on a quand même beaucoup de métiers derrière. Ok. Donc, principalement des investissements au Canada, et en Ontario, et après aux États-Unis, c'est ça ? Québec. Au Québec aussi. D'abord au Québec, ensuite on a grandi dans l'Ontario, on s'est diversifié dans tout le Canada et après on a été aux États-Unis. D'accord. Et oui, on en avait beaucoup aux États-Unis aussi, beaucoup. Ok. Beaucoup. Et donc, comment est-ce que c'est arrivé la blockchain ? On avait vendu le portefeuille, la plupart du portefeuille, en fait, même l'intégralité dans certains coins, en 2008 donc. Et puis il y a eu cette crise et puis on a continué l'immobilier mais au lance-pierre. On n'a pas créé une foncière à gérer. Mon frère et moi, on faisait des opérations. On a acheté un petit immeuble ou un appartement, un condo. On le rénove, on le revend. Enfin, des opérations fixer-upper. Mais c'était pas, on construisait rien. C'était juste parce qu'on était dans le réseau, on avait des contacts. Les gens nous appellent, bon, on l'a fait, on met un ticket dedans, ou on l'a fait entièrement nous-mêmes. Il y avait rien qui se construisait. Un jour, on a eu cette idée parce que en 2011, fin 2011, la mode était on parlait beaucoup de l'or. Et nous, ce qu'on voulait faire, c'était rendre l'or liquide. C'est-à-dire rendre l'or achetable sur Internet en mettant les lingots dans un hangar avec une caméra, avec un truc. C'était une idée. Et c'était une idée qui était séduisante, mais pas très bonne. D'autant plus qu'elle avait déjà été tentée par d'autres sociétés. Et en lisant les témoignages des gens qui ont essayé de le faire, leur conclusion, c'était on laisse plutôt la place à cette monnaie digitale qui apparaît comme le Bitcoin. D'accord. C'est la première fois en 2011 que j'avais entendu parler du Bitcoin. Je me suis dit, c'est quoi quand même curieux, on clique le lien, on apprend, je me suis dit... Et comme tout le monde, j'ai eu la même réaction au début. C'est quoi ce scam ? C'est quoi cette arnaque ? Qui va tomber dedans ? J'ai quand même downloadé le white paper. Et en le lisant, qui est court, il est facile à lire, j'encourage tout le monde à lire le white paper de Satoshi Nakamoto sur le Bitcoin, Digital Cash. Il amène des réponses élégantes à tous les doutes qu'on peut avoir.
C'est très bien écrit et ça m'a convaincu. En 2013, on s'est dit, mais il faut que le monde entier connaisse Bitcoin. Parce que c'est vrai que Bitcoin n'était pas élevé, hein, c'était à 8 $, 10 $. C'était très niché. C'était extrêmement niché et ça avait une très mauvaise réputation, n'oublions pas ça. Pour revenir donc sur le sujet, on s'est dit, il faut vraiment évangéliser le Bitcoin, il faut l'expliquer. Okay. On avait un immeuble qui nous restait, un petit immeuble de 3 étages, très adorable sur le boulevard Saint-Laurent, très bien placé, avec des locataires. On n'a pas renouvelé les baux et on a décidé de le dédier à la communauté Bitcoin entièrement. Okay. C'est-à-dire qu'on a créé la première ambassade Bitcoin au monde, 2013, à Montréal, où on a dit tous les Bitcoiners sont bienvenus. Venez. Okay. Tout est gratuit, l'Internet gratuit, les bureaux gratuits, on fait du brainstorming, vous pouvez amener votre société. La seule chose que je demande en échange, c'est que tous les jours, il y a au moins une personne qui fasse un cours de 1 heure, le matin et 1 heure l'après-midi, sur qu'est-ce que Bitcoin, qu'est-ce que la blockchain. Tous les week-ends, il y a un meet-up. Tous les week-ends, il y a un meet-up où on invite tout le monde, les régulateurs, les politiciens, les gens de la rue, monsieur tout le monde, pour parler technologie, pour parler Bitcoin. D'accord. Et c'était ça l'échange. Okay. Et ça a été merveilleux. Donc il y avait une vraie conviction autour du Bitcoin pour pouvoir monter ça. Alors nous, oui, nous on était passionnés, on était absolument convaincus, on avait vraiment la fibre, on était dedans. Et c'était de belles années parce que c'était des années aussi où on rêvait beaucoup, on refaisait le monde. On avait rapidement compris que le Bitcoin, la monnaie Bitcoin, n'est qu'une application de la blockchain et qu'en fait, la blockchain pouvait avoir beaucoup d'autres utilités. On savait qu'il y avait un besoin d'une nouvelle génération. Ça a été Ethereum par la suite, etc. Mais est resté le fait que Bitcoin est resté la blockchain pour la monnaie. Et ça, c'est bien, je trouve. Mais oui, il y a une conviction. On a fait beaucoup de lobbying au Canada, à l'échelle gouvernementale. Hein. Tu as un côté un peu cypherpunk, tu apprécies les valeurs en dehors de tout ça parce que c'est sûr, il y a le côté spéculatif, spéculation, mais derrière, il y a des vraies valeurs aussi qui véhiculent le projet. Au début, l'aspect spéculatif était beaucoup moins important qu'aujourd'hui. D'accord. Ça, faut le comprendre quand aussi. il est passé de quelques centimes à $1, c'était quand même énorme. Ah non, mais attendez, les gens qui me voient aujourd'hui, ils disent « Jean-Marc, avec le Bitcoin à 50 000 comme il est aujourd'hui, tu dois être multimilliardaire. » Mais ça marche pas comme ça, la vie. Ouais. Quand on achète un Bitcoin à $1, il arrive à 10 $, on se dit « Wow, est-ce que je vends? Qu'est-ce que je fais ?» On commence à trépigner. Quand il arrive à 100 $, alors là, personne n'hésite. On appuie sur le bouton « Vente ». C'est la même chose avec les cryptos aujourd'hui. Hein. Il faut pas hésiter. Enfin. Et puis, quelque part, j'ai eu un mentor qui m'a dit, je lui ai demandé si il avait un conseil à me donner, ça serait lequel. Et il m'a dit, moi j'ai fait ma fortune en vendant toujours trop tôt, mais je n'ai jamais vendu trop tard. Donc, à partir de ce moment-là, quand ça passe de 1 à 100 ou de 10 à 100, évidemment qu'il faut vendre. Et si ça passe à 1000 après, peut-être qu'on a des regrets, mais il ne faut pas regarder en arrière. Alors, quand ça passe à 50 000, moi, je regarde en arrière. Et je me dis, mais mince, qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Mais ça, c'est humain. Je ne peux pas m'en empêcher. Et je pense à tous les bitcoins qu'on a distribués boulevard Saint-Laurent gratuitement. Et je me dis, si seulement je pouvais les rappeler, leur dire, vous savez, c'était un prêt. Hein. Mais bon. Bon, ceci étant, c'est vrai que l'aspect spéculatif à l'époque n'était pas si important que ça. C'était vraiment des convictions. D'accord. C'était vraiment la technologie. Okay. C'était vraiment le fait que quand on fait un virement de valeur, de monnaie, il n'y a pas à passer par des banques intermédiaires, il n'y a pas à faire ceci, il n'y a pas à faire cela, c'est partout dans le monde, en quelques secondes, avec une compensation qui se fait sans chambre de compensation, sans quoi que ce soit, c'est fait. Point, c'est là, la valeur est transférée. On savait que c'était pas anonyme. Tout le monde disait Bitcoin, monnaie anonyme. Le cash est anonyme. Bitcoin est pseudo-anonyme, ce qui fait qu'il y a une traçabilité immuable et éternelle. Enfin, éternelle, bon, on s'entend, mais tant qu'il y a 2 ordinateurs connectés sur Internet, la blockchain est là, et s'il y a la blockchain, on peut retrouver des informations. Donc, c'est vraiment pas l'outil de criminel. Par contre, c'est vrai que ça renverse les paradigmes complètement. Tout le monde sait que vous avez un compte en banque, mais personne ne sait ce qu'il y a dedans. Dans la blockchain, tout le monde sait ce qu'il y a dans les comptes, mais personne ne sait à qui ils appartiennent. Voilà, c'est tout. C'est aussi bête que ça, mais ça renverse tous ces paradigmes. Les gens ne comprenaient pas la sécurité que ça représentait, la transparence, la traçabilité, ne comprenaient pas ça au début. Donc on a vraiment essayé d'éduquer les gens, d'avoir cet effort de pédagogie, d'éduquer les régulateurs, d'éduquer les politiques. On a été au Sénat, on a envoyé des cellules, on a envoyé des petits groupes pour bien éduquer, on en a fait des choses. Et c'était super. Et j'étais dans un univers très libertarien, point de vue politique. D'accord. Quelques anarchiques, pas tant que ça, mais beaucoup de libertariens, des gens qui se voulaient être hommes d'affaires
être pour le gouvernement, mais avoir un gouvernement qui ne s'implique quand même qu'au minimum nécessaire dans la vie du citoyen. Alors, je ne dis pas que je suis libertarien, mais pendant quelques années, j'étais très séduit par cette philosophie. D'accord. Avec le temps et avec l'âge, on change un petit peu, mais quand on est jeune et fougueux, c'est très séduisant. Ouais. Bon, puis en dehors de ça, avec ton expérience, ce que tu as vu avec la crise des subprimes, et j'imagine aussi les accords de Bretton Woods, je pense que ça a dû aussi peut-être te faire sens de ça te dire que tu as une monnaie immuable, incorruptible, infalsifiable, avec une quantité limitée. Qu'on peut prévoir. Et aussi, on prévoit l'injection de liquidité qu'il y aura, puisque il y en a 21 millions, les mineurs font tant, on sait quelle va être l'injection, on peut prévoir. C'est hyper séduisant, évidemment que tous ces éléments-là résonnent. Quand on se lance dedans, quand on est en finance, qu'on a fait de la finance, qu'on a fait de l'immobilier, quand on regarde l'histoire de l'argent, et je vais vous dire, les bitcoiners aujourd'hui connaissent mieux l'histoire de l'argent que ceux qui n'ont jamais été bitcoiners, qui utilisent l'argent tous les jours. C'est vrai. Et puis mine de rien, aussi au Canada, une chose qu'il faut peut-être souligner, c'est le fait que la monnaie n'est pas baquée du tout par de l'or. Contrairement aux États-Unis, aujourd'hui, il y a quand même une infime partie d'or, mais ça reste quand même une monnaie avec flottante, exactement. Absolument. Mais au-delà de ça, mais même, je vais vous dire, l'or dans l'histoire aux États-Unis a été interdit. À un moment, posséder de l'or était interdit. Il y a eu un édit, il y a eu une loi. Vous n'avez pas le droit, il fallait le rendre. Enfin, c'est quand même incroyable. Tandis qu'avec Bitcoin, ça paraissait impossible. Une fois qu'on a ses bitcoins dans son cold wallet, ou dans son wallet même, personne ne peut le prendre. Avec le temps, on a vu que les gouvernements successifs ou les administrations successives ont réussi à détourner le but principal de Bitcoin. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut de Bitcoin. Moi, j'adore. Je suis pas un Bitcoin maximaliste, mais disons que je crois beaucoup à Bitcoin et Ethereum. D'accord. Et pour le reste, j'ai moins d'affinité. Ouais. Mais il est indéniable que le but originel de Bitcoin n'est plus la réalité. Et il n'a aucune chance, je pense, d'aboutir, aujourd'hui en tout cas. Pourquoi ? Parce que le but, c'était d'avoir une monnaie digitale, c'est-à-dire une monnaie internationale sur Internet, avec lequel on peut acheter tout et n'importe quoi, avec lequel on peut faire ses économies, un vrai store of value. Aujourd'hui, surtout depuis les ETF, c'est devenu vraiment une spéculation. Ah oui, totalement. Depuis qu'il est rentré en bourse, c'est vrai. Ouais. C'est tout. C'est un outil de spéculation, personne ne l'utilise pour acheter quoi que ce soit. Moi, j'en connais pas des achats qui se font en Bitcoin. Il y en a très, très peu. Pour moi, aujourd'hui, c'est plus de l'or digital qu'une monnaie. C'est exactement ça, commodity. C'est une commodité, ouais. Exactement. Du coup, tout ça, c'est intéressant par rapport à Bitcoin. Et puis, donc, un jour, il y a Ethereum qui est apparu. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais même là, il y a une petite histoire. Même là, il y a une petite histoire. Parce que oui, quand on est dans l'industrie depuis presque le début, il y en a beaucoup des histoires. Forcément. Alors, à l'ambassade Bitcoin, je me souviens, les gens avaient tout compris que la blockchain, en fait, elle peut faire des milliers de choses et pas que la monnaie. Et comme je l'ai dit, la blockchain de Bitcoin est infernale à coder. Donc, on a lancé une demande pour amener des codeurs à l'ambassade Bitcoin, les inviter pour qu'ils créent un scripting language, une langue de codage pour la blockchain de Bitcoin. Plusieurs personnes sont venues, dont un jeune qui était particulièrement doué, qui était de Toronto d'ailleurs. Il a travaillé avec les gars de l'ambassade, beaucoup d'entre eux étaient des codeurs émérites aussi. Hein. Il y avait un des cofondateurs de Litecoin, il y avait des choses dedans, enfin il y avait vraiment des pointures. Et au bout de 2 semaines, il est venu, il m'a dit « Monsieur Jacobson, merci pour l'invitation et l'opportunité. Je pourrais passer ma vie dessus et je n'aurais pas un scripting language décent pour la blockchain Bitcoin. » Il est rentré à Toronto, il a créé Ethereum. C'était Vitalik Buterin. D'accord, qui est venu à l'ambassade Bitcoin. Exactement. Ok. Et qui a travaillé avec les gars pour faire le scripting language. Ouais. À l'époque, il était payé en Bitcoin d'ailleurs. Alors, la seule façon, mais pendant longtemps, la seule façon d'obtenir des Ethers, c'est une ICO, c'est la première ICO du monde. Il fallait commettre des bitcoins. Et on s'énervait tous sur le retard que Vitalik prenait. Et Vitalik avait une réponse très simple. Ça sera prêt quand ce sera prêt. Je peux pas aller plus vite, je fais tout ce qu'il y a à faire, mais il y a de la sécurité, il y a des trucs. Et nous, on s'est dit, mais est-ce que c'est du vaporware ? Est-ce qu'il le fait vraiment ? Et la plupart des gens surtout à l'ambassade, qui connaissaient bien Vitalik, ils disaient non, mais le gars, il y va vraiment, il le fait, c'est certain. Bon, il est en retard, c'est tout. Mais ça vaut le coup d'attendre. Ouais. Et c'était la vérité. Et encore aujourd'hui, il continue à innover. Il n'arrête pas d'innover d'ailleurs, que ce soit l'abstract count, l'invention la plus récente, à tous les concepts qu'il a pu développer dans les dernières années sur blockchain, mais il n'arrête pas. C'est merveilleux. Donc, mais ça, c'était la petite histoire. Donc, pour maintenant faire le lien entre l'immobilier et la blockchain, c'est vrai que quand on a parlé des applications différentes qu'on pouvait faire avec la blockchain, venant du monde immobilier, mon frère et moi, on s'est dit, mais ça serait super de pouvoir mettre l'immobilier, les titres de propriété sur la blockchain et acheter
et vendre à la fois des propriétés entières, mais aussi des parts de propriété si possible. Alors, avant Ethereum, la technologie était impossible. D'accord. Impossible. C'est tout, c'était un rêve et c'est resté au niveau de rêve. Avec Ethereum et les contrats intelligents, les smart contracts, c'est devenu possible. Donc, la prochaine étape, c'était quoi? Le juridique. Est-ce que, quand on achète un token sur Ethereum, qu'on dit représenter de l'immobilier, est-ce qu'il représente vraiment de l'immobilier? Parce que quand tout va bien, mais oui, t'inquiète pas, ça va, je te signe un contrat, voilà. Mais quand ça va mal, d'un coup, les contrats, on regarde des virgules, mais ça veut pas dire ça, ça veut dire ceci. Est-ce qu'on a vraiment le titre de propriété? Et la réponse était toujours non. Après, il y a un contrat, après, il y a un truc, il y a toujours façon de le déceler, et ça fonctionne pas comme ça, l'immobilier, de toute façon. Tant que le cadastre n'est pas sur la blockchain et que c'est une blockchain qui permet l'inscription de tokens, donc de l'expression de cette blockchain. Le token, c'est une expression de cette blockchain, c'est une unité de valeur qui exprime cette blockchain. Eh bien, c'est pas possible. Point. Il n'y a pas de lien juridique. Alors, est-ce qu'on va y arriver un jour? Peut-être, mais on n'y est pas aujourd'hui. Et on a cherché d'autres alternatives, on ne trouvait pas. 2013 arrive, 2014, 2015, 2016, 2017. Certaines personnes parlent de tokenisation, ils essayent de tokeniser un peu d'immobilier. L'air, c'est dans l'air, hein. Mais personne n'y arrive vraiment. Et puis, toutes les solutions étaient bancales et on n'a rien aimé. Tout ce qu'on voyait, on se dit, c'est juste pas possible. Et surtout, c'était l'époque des ICO. Et nous, à cette époque-là, on s'est retiré de la blockchain. Pendant l'année 2017, où les ICO faisaient rage, nous, on ne comprenait pas. Alors, mon frère et moi, on regardait des choses et on s'est dit, ça va donner une mauvaise réputation à l'industrie, tout ça. On connaissait des gens sérieux qui avaient financé leur projet. Ils étaient minoritaires. Avec la masse d'annonces qu'il y avait, ça s'est avéré être juste, hein. Ça s'est avéré être correct. Donc, on s'est retiré complètement de la blockchain à ce moment-là. Mais en 2018, il y a un autre avocat américain, donc avocat immobilier, qui appelle Rémi et qui explique qu'un juge a mis un précédent en reconnaissant qu'un token qui devait représenter une part d'une LLC, part sociale d'une LLC, c'est l'équivalent d'une SARL en France, est reconnu comme part sociale. Il avait un contrat, il avait un truc, son token était vraiment une part de LLC. Et donc là, tu t'es engouffré dans la brèche. C'était novembre 2018. Mon frère m'a mis sur l'appel tout de suite. Il a dit « Attends, je te mets tout de suite en ligne ». J'ai dit « Là, je ne peux pas parler. » Rémi m'a dit « Si, tu peux ». Et en février 2019, on a incorporé Realty. C'était la naissance de Realty. Parce que d'un coup, on a tout de suite compris. Il suffit de prendre une LLC. On le met, cette LLC achète une propriété unique. On tokenise les parts sociales de cette LLC. On a, à travers le token qui représente cette part sociale d'une LLC, on a de l'immobilier. Et ça a été la naissance de Realty en février 2019. D'accord. C'était ça qui nous a mis sur la... Et là, on avait un véritable contrat avec un carcan juridique qui défend l'investisseur. C'est vrai que c'est une valeur mobilière. Attention, on l'a dit depuis le jour 1. On est un security token. On n'a pas essayé de dire oui, on est utility token, on est token de gouvernance, on ne tombe pas sous la loi de la SEC. Non, non. Dès le jour 1, on a très bien compris ce qu'on fait, c'est des valeurs mobilières pour faire de l'immobilier. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, ce sont des valeurs mobilières. On se met sous l'autorité de la SEC. D'accord. On essaye de voir... Et on ne le fait pas stupidement. On essaye d'utiliser toutes les exemptions qui existent. On essaye de naviguer le carcan juridique pour avoir le moins d'impact possible et le moins de lourdeur administrative et de gestion. Mais on le fait, et on le fait bien. On a un compliance department, on a des avocats, on fait des échanges, etc. C'était la naissance de Realty. Il y a 5 ans aujourd'hui. Des compagnies Web3 qui ont 5 ans, il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui. Realty et qui a vraiment exploité l'utilité de la blockchain, il n'y en a pas tant que ça. Et D'accord. Je suis très fier de ce que Realty a accompli jusqu'à aujourd'hui. Ok. Donc, Jean-Marc, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que tu nous expliques concrètement ce que c'est que la tokenisation et après, ce qu'est Realty. Avec plaisir. Un token, c'est une unité de valeur qui existe sur une blockchain. Ce token peut être une monnaie, mais ça peut être aussi ce que l'unité de valeur est censée représenter. Dans le cas de Realty, ce token est l'action d'une SA. D'accord. Ce n'est pas la représentation d'une action, c'est l'action. La seule façon d'être actionnaire des sociétés qui ont cet immeuble, c'est d'avoir le token. Il n'y en a pas d'autre. C'est écrit dans les documents d'enregistrement de la société. C'est consacré par les bylaws, on dit. Donc, c'est vraiment dedans. Ces tokens représentent l'actionnariat de la société. Ça, c'est dans le cas de Realty. À travers ça, le token, à partir du moment où on est actionnaire, on a droit à la valeur du sous-jacent, de ce qu'il y a dans la société. On est actionnaire et à la rentabilité sous forme de dividendes. On rentre dans toute la complexité
administrative, fiscale, corporate, etc., traditionnelle. Mais le token a son utilité. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on se donne la peine et pourquoi est-ce qu'on s'ennuie à faire de la tokenisation ? Alors, au début, les gens disaient, le premier argument, c'est l'accessibilité. C'est vrai, on peut acheter à partir de $50. C'est sympa. Il y a des fragments qu'on peut acheter aussi dans des REITs, dans des fonds immobiliers, des SCPI aussi qui démarrent à partir de 300 €, je sais pas quoi, donc on puisse le faire à $50 ou à $10. Est-ce que c'est vraiment un avantage ? Peut-être. Est-ce qu'il est grand ? Moyen. Deuxième point, la liquidité. On peut acheter et vendre les tokens plus ou moins facilement. C'est-à-dire qu'on a le token, on a investi dedans, on veut le revendre, on peut. Et ça, dans l'immobilier, c'est du jamais vu. Point. C'est tout. On ne pouvait pas, avant, on achetait de l'immobilier, si on veut le revendre, il faut le revendre. Point. Et ça met du temps, il faut payer les commissions, c'est un travail administratif, c'est lourd. Là, on a un clic, on le met, on le vend. C'est quand même assez incroyable. Le troisième point, c'est que l'internationalisation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes à Bombay, vous êtes en France, vous êtes à Madrid, vous êtes en Belgique, vous êtes en Argentine. Vous pouvez acheter un token en un clic. Essayez ça avec une SCPI. Essayez ça avec un fonds immobilier coté. Essayez ça avec un REIT. Impossible. Là, en quelques clics, vous avez acheté votre investissement immobilier dans le pays de votre choix. Aujourd'hui, c'est les États-Unis, mais on grandit et on va dans d'autres pays. C'est ça n'a jamais été vu avant. Ouais. Jamais, et c'est d'une puissance incroyable. Ensuite, il y a un autre avantage. L'avantage, c'est de pouvoir profiter des protocoles qui existent dans la finance, de ce qu'on appelle aujourd'hui la finance décentralisée. C'est extrêmement important. Prenez par exemple Realty. Aujourd'hui, vous avez un token. Très bien, vous avez une part d'une société qui détient un immeuble. Cet immeuble, cette propriété n'est pas hypothéquée. Bon, pour des raisons, on pourrait les hypothéquer, mais on a décidé de ne pas le faire. 2019, c'était la loi. On ne voulait pas qu'il y ait cette crainte du fantôme de 2008 qui ressurgisse. Tout est acheté cash. Ceci étant, dans l'immobilier, l'effet de levier, c'est quand même sympa. Oui. Ça nous permet de faire l'effet de levier, il est important quand même. Mais donc aujourd'hui, toutes les propriétés que vous les avez payées cash. Oui. OK. Mais, où est l'effet de levier ? Parce que quand on fait de l'immobilier sans effet de levier, on enlève tout un aspect très intéressant de l'effet de levier. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Il y avait dans la finance décentralisée cette plateforme merveilleuse qui s'appelle AAV, que les bitcoiners qui nous écoutent connaissent très bien, que les gens dans la défi connaissent extrêmement bien, et que ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, je vous explique, c'est simplement une plateforme de lending où on peut emprunter. On nantit son token et en échange de ça, on peut emprunter. Et avec Realty, on a codé pendant 9 mois avec l'équipe de AAV, on a travaillé, et on a adapté le RMM, ce qu'on appelait le RMM, à partir du code de AAV, qui était open source. On l'a adapté pour des valeurs mobilières, pour des security tokens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la propriété n'est peut-être pas hypothéquée, mais vous voulez avoir l'effet de levier, vous amenez votre token sur la plateforme de nantissement, le RMM, vous nantissez votre token, donc votre part de l'immobilier, et vous pouvez emprunter contre. Et avec cet emprunt que vous avez fait, alors vous pouvez emprunter à 50%, 60%, 70%, 80%, ça va dépendre de pas mal de facteurs qu'on va mettre dans le futur. Mais vous empruntez contre, et avec ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez acheter un café si vous voulez. Mais le but, c'est pas ça. Ouais. Le but, c'est d'acheter d'autres tokens. Effet boule de neige. Imaginez ça, vous avez 1 000 $, de tokens, vous les mettez sur le RMM, vous empruntez $800 ou $700. Avec ça, vous achetez à nouveau $700 de tokens que vous mettez, vous empruntez $500, avec ça, vous achetez d'autres tokens et vous faites cette boucle. Avec que quelques clics, eh bien, vous êtes complètement leverage, vous avez votre effet de levier facilement, rapidement. Et en plus de ça, c'est pas basé sur votre dossier, c'est pas sur qui vous êtes, c'est basé vraiment sur l'actif. Donc vous avez l'effet de levier à votre niveau, mais la propriété elle-même n'est pas à risque. C'est vos jetons à vous, vos tokens à vous qui sont à risque. Et si vous ne voulez pas en profiter, vous n'allez pas le faire. Si ça va contre votre philosophie d'investissement d'emprunter, il y en a beaucoup qui sont comme ça, surtout dans l'ancienne garde immobilière, eh bien vous ne le faites pas. Eh bien, ça, ce sont des outils d'une puissance incroyable qui existent aujourd'hui sur Realty qu'on ne peut pas faire avec des fractions. On ne peut pas le faire avec des fractions. Un autre exemple qu'on ne peut pas faire avec des fractions, c'est qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité, nous, on a la possibilité, c'est ce qu'on fait, on distribue les revenus nets des propriétés toutes les semaines. Pourquoi ? La distribution, plus la fréquence de distribution est élevée, quand dans les formules financières, on appelle ça N, grand N, plus le revenu interne à la fin, le revenu net, est important. Pourquoi ? Parce que ce revenu qu'on a immédiatement, on peut le réinvestir.
C'est ça la théorie. Or, grâce à la blockchain, on peut distribuer des centimes ou des fractions de centimes. On ne peut pas distribuer des fractions de centimes avec des virements de compte en banque. Nous, chez Realty, on a distribué depuis 2019 plus de 15 millions de dollars directement dans les wallets de nos token holders. C'est énorme. Directement dedans. C'est-à-dire, on ne les a pas sur un compte où ils ont accès, qu'on gère pour eux en custodian. On n'est pas du tout custodian. On est entièrement self-custody, c'est-à-dire qu'on a distribué ces 15 millions directement dans vos wallets. D'accord. Je pense qu'il n'y a aucune compagnie dans le monde qui peut se target ça aujourd'hui. Il y a un autre avantage, moi, que j'aime bien et dont j'aimerais bien qu'on puisse parler, c'est les propriétés de réinvestissement. Absolument. Parce que Einstein, lui, disait que les intérêts composés, c'est la 8e merveille du monde. Absolument. Et bien, bravo. Aujourd'hui, ça, c'est quelque chose d'assez unique chez Realty, parce qu'on peut acheter un token à partir de $50, et plutôt que de toucher ses loyers en USDC, c'est exactement, tu vas me dire, on les réinvestit dans une propriété de réinvestissement et on retouche des fractions de ces tokens. C'est-à-dire que la seule façon d'acheter cette maison de réinvestissement, ou d'investir, je devrais dire, dans cette maison de réinvestissement, c'est de dire, avec les revenus de mes tokens, donc j'ai déjà une autre propriété, je choisis, à la place de toucher le loyer directement dans mon wallet en USDC, je décide d'acheter d'autres tokens d'une société, d'un immeuble, ou d'une propriété, je devrais dire, qui elle aussi génère des revenus. Donc, dans l'immobilier, le revenu, il est toujours simple. Leverage peut-être avec effet de levier, mais il est simple, c'est un revenu simple. Avec la maison de réinvestissement qu'on fait toutes les semaines, justement. Donc, on a cette composabilité et cette fréquence qu'on a combinées ensemble. On imagine maintenant qu'on combine l'effet de levier avec la maison de réinvestissement et la fréquence élevée, une propriété qui devrait rapporter du 8%, mais en fait, on arrive à lui faire, en bout d'exercice, lui faire une rentabilité bien supérieure à ces 8%, justement grâce à ces outils. Et ça, c'est pas possible à faire avec une fragmentation normale. Ceci dit, j'aime beaucoup la fragmentation. Attention, je ne critique pas du tout mes collègues qui font de la fragmentation. Au contraire, ça a un avantage, ça a des trucs, ça a la simplicité, c'est compréhensif, c'est bien. Mais je pense que la tokenisation a beaucoup plus de puissance, mais je pense aussi que les deux vont se rencontrer. C'est-à-dire que ceux qui font des fragments aujourd'hui font de la tokenisation, et ceux qui font de la tokenisation auront bientôt la simplicité de ceux qui font que de la fragmentation. Pourquoi ? Parce que la technologie évolue. Ça, c'est intéressant. Bien sûr. Quand même. Bien sûr. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on puisse parler du YAM. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est le YAM concrètement ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ? Bien sûr. Le YAM, c'est You and Me. D'accord. Donc, c'est une sorte de marché secondaire sans être un marché réel. C'est un tableau d'affichage sur stéroïdes. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tools, d'outils, qui permettent d'afficher ces demandes de vente, afficher ces demandes d'achat. Et après, les utilisateurs doivent se connecter. Il n'y a pas de moteur automatique de match bargain. C'est-à-dire, il n'y a pas de moteur qui dit il y a l'acheteur et il y a le vendeur là, je les mets ensemble, j'exécute. D'accord. C'est quand même manuel. C'est-à-dire, on clique, on répond, on répond à la demande, on fait tout. C'est un tableau d'affichage sur stéroïdes. D'accord. C'est très puissant, mais ça permet d'avoir une liquidité profonde de son token. En janvier, on a eu plus d'1 million de dollars de transigés sur le YAM en 4 semaines. D'accord. Plus d'1 million. Ouais. Donc, il y a un jeune homme qui avait acquis en 5 ans, il était l'un des premiers, à peu près 60 000 € de tokenisation en valeur. Parce que la valeur augmente aussi, la valeur du token augmente avec l'évaluation du sous-jacent, de l'immobilier. Il a voulu revendre parce qu'il voulait acheter son propre premier condo, peu importe les raisons, ça lui appartient ces raisons. Eh bien, ça m'a touché parce qu'il a d'abord envoyé un petit mot de remerciement sur les réseaux sociaux à Realty, mais surtout, il a dit « ça m'a mis un mois à tout revendre ». Mais dès le jour 1, il y avait de l'argent qui rentrait. Il l'a mis sur le YAM, il a tout revendu à travers le YAM. On peut revendre à travers Realty, mais c'est sur le marché primaire, ça coûte de l'argent. Parce qu'il y a tout un travail administratif. C'est long, ça met des semaines. Et c'est pas ce qu'on encourage. C'est possible comme sécurité, comme backup. Mais sur le YAM, il a tout vendu. Il a reçu de l'argent à partir du premier jour. Ça a mis quelques semaines, mais il a tout vendu. Il était très content. Et ça montre la puissance de ce tableau d'affichage entièrement technologique, entièrement codé et sur blockchain. Donc, entre le RMM, le YAM, la maison de réinvestissement, vous êtes victime de votre succès un petit peu avec tout ça. Victime du succès, je pense qu'il est à plusieurs niveaux. Il est du fait que, oui, il y a ces outils qu'on a développés qui sont magnifiques, qui sont révolutionnaires, réellement. Alors, on ne les a pas inventés, mais on les a appliqués à l'immobilier, on les a appliqués à la tokenisation, et ça démontre la puissance de la blockchain. Et
Réellement, tout le monde va vers ça maintenant. C'est inévitable. On a 30 ans d'expérience dans l'immobilier. Donc, je pense que notre régularité, notre professionnalisme, la façon dont l'immobilier a pris aussi de la valeur et a bien, pour la plus grosse partie, vraiment atteint ses objectifs de rentabilité. C'est ça aussi qui a fait le succès de Realty. Quand on a plus de 1700 unités, 1800 unités aujourd'hui, oui, effectivement, il y a des locataires qui partent, il y a des rénovations à faire, il y a des phases sans loyer qui rentrent. Donc, effectivement, oui, il y a quelques propriétés qui ont souffert qui ont souffert alors que d'autres continuent à... Bon, c'est une minorité. Dans le marché de Détroit, là où on était beaucoup, on commence à aller vers Saint-Louis maintenant. Dans le marché de Détroit, on était beaucoup. La norme, c'était d'environ... La moyenne du marché, c'est 7% de vacances. Nous, on était à 3-4%. 4%. Cette année. Avant, pendant les années de la pandémie, on était à 0%. Pourquoi ? Parce qu'on avait toutes les subventions aussi du gouvernement. Donc, ça a aidé à avoir une stabilité. Une stabilité et surtout une performance qui n'est pas normale dans l'immobilier. Personne à 100% sur un portefeuille de plusieurs milliers d'unités. Bon, là, on est en dessous de la moyenne. On en est très fiers. On le gère bien. La rentabilité est là. Et ceci dit, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne regardent que la rentabilité et qui veulent la rentabilité plus que la valorisation dans le temps, qui est aussi le jeu de l'immobilier, il faut comprendre, ça fait partie. Toutefois, on comprend très bien ce désir, on comprend très bien cette volonté de stabilité, et donc chez Realty, on va proposer des tokens où il y aura de la tokenisation du passif, donc obligataire, qui aura cette rentabilité régulière, sans nécessairement avoir la totalité de la capitalisation au moment de la revente. Il y aura un petit bonus peut-être, mais ce sera pas, ça sera celui qui détient l'équité qui aura the equity, donc qui aura donc les gains sur capitaux. Par contre, le token holder obligataire aura une rentabilité fixe, prévisible, régulière, et si jamais il y a un défaut, il récupère le sous-jacent 80% de sa valeur seulement. Donc tout est prévu. Ok. Et donc, aujourd'hui, en dehors de Détroit, vous investissez où ? Aujourd'hui, on a investi Détroit pour la classe C. On a investi en Floride, près de Disneyland et de choses comme ça pour le tourisme. Et ça marche de façon très irrégulière parce qu'il y a des saisons. Donc, il y a des mois où c'est assez nul et il y a des mois où c'est fantastique. Mais quand on le lise sur l'année, c'est une belle rentabilité, ça va. On a investi en Alabama pour de la classe B, plus patrimoniale, moins de rentabilité, mais beaucoup moins de frais de gestion. Et dans le temps, c'est des propriétés qui vont faire un fonds de portefeuille très sérieux. C'est quelque chose vraiment qui permet de construire, c'est des bonnes pierres à avoir. Donc, c'est plus du patrimonial, plus facile d'entretien et plus de régularité. Et là, on a commencé aussi à investir en Amérique latine. On a démarré avec le Panama. Alors, on a démarré avec le Panama et ce n'était pas nécessairement le meilleur choix parce qu'il y a toujours ce stigma du mot Panama. À cause des Panama Papers, à cause de le concept de paradis fiscal, etc. Nous, ce qu'on voyait surtout, c'était que les resorts là-bas sont en pleine expansion. Le stigma, il est là. Panama, c'était pas le meilleur truc. On a investi à Wynwood au bon moment, à Montréal au bon moment, à Détroit au bon moment. On a vu la rentabilité à Détroit passer de 16% quand on a démarré à 13% quand on a démarré Realty, à 9% aujourd'hui. Ça veut dire que la valeur de l'immobilier augmente bien. Le Panama va avoir une explosion dans les 5 ans à venir, on pense, 5 à 10 ans à venir, exceptionnelle. Il faut se positionner maintenant, mais je comprends très bien que les investisseurs de beaucoup de pays se disent il y a d'autres endroits où investir. Je ne touche pas au Panama, ça fait bizarre aujourd'hui, il y a eu ce scandale, et c'est pour ça qu'on ne va pas insister sur le Panama, mais il y a d'autres pays d'Amérique latine qu'on est en train d'ouvrir et de travailler, qui sont très prometteurs. Du Costa Rica à la Colombie, au Brésil, il y a des endroits magnifiques. Donc oui, alors l'Argentine, c'est le pays préféré de mon frère pour investir. Aujourd'hui, il y a le risque politique. Aujourd'hui, on a une administration en Argentine qui est très pro-business, très qui va protéger la propriété privée. Il faut savoir si l'administration suivante va entériner ça ou va le détruire. Et on a un pro-bitcoiner aussi, maintenant. On a un très grand pro-bitcoiner, certes, mais le risque là-bas politique de la propriété privée, moi, me fait un peu hésiter. Alors, l'attitude de Rémi, c'est, vu les prix, il faut prendre le risque. Si jamais on le fait, chez Realty, on le mettra en grand et en bold, attention.
Notre analyse nous dit que c'est un bon investissement financier avec le risque politique derrière. Aujourd'hui, c'est bien. Et on ne saura pas, pour sûr, tant que la seconde administration, qui viendra après celle actuelle, renforcera les mesures qui ont été votées. C'est un risque de temps en temps, c'est un positionnement à prendre qui est très intelligent, mais qui a son risque aussi. Voilà. Et là, par contre, on rentre vraiment dans la phrase de belle rentabilité, gros risque aussi. Et ça sera le cas. Mais on le documentera bien le moment venu. D'accord. Et bien sûr, il y a toute l'Europe. Alors, justement, j'allais te poser la question. C'est pour quand l'Europe ? Ça fait 1 an que je dis que c'est pour demain. 1 an et demi que je dis que c'est pour demain. Quand on est arrivé en 2019, on était plus soucieux de savoir comment est-ce qu'on pouvait proposer nos tokens en Europe en toute légalité. D'accord. Parce qu'on est une société américaine à la base. Maintenant, ça va changer aussi. On ouvre des chapitres dans plusieurs juridictions. Mais au tout début, on avait tellement peu d'investisseurs, de token holders par pays d'Europe qu'on était sous le radar. On était en toute légalité parce qu'on n'avait pas de volume. Et donc, on a travaillé beaucoup sur le juridique, à voir ce qu'on devait faire, comment est-ce qu'on devait le faire, pays par pays. Il y avait le concept d'harmonisation européenne en 2020-2021 était plus un concept qu'une réalité. Aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a quand même des petites différences entre pays, mais c'est une réalité. Et donc, on a pris les mesures qu'il faut, on a pris les gros cabinets d'avocats, on a bien travaillé. Et je pense qu'on a fait tout ce qu'il faut pour pouvoir proposer le token d'émission américaine, donc aux gens qui le désirent de façon compliant. Est venue la question de très bien, c'est super, mais et l'inverse ? Et qu'est-ce qui se passe si moi, maintenant, j'aimerais investir dans l'immobilier européen ? Quand est-ce que vous allez faire des tokens en euros d'émissions européennes ? On a regardé, on a travaillé dur. Et à chaque fois, c'était des bonnes nouvelles. On peut le faire. Et à chaque fois, ils disaient, bon, très bien, si on peut le faire, on le fait maintenant. Et après, on va pouvoir faire ça. Ah, non. Pardon ? Oui, on peut tokeniser. Aujourd'hui, je vous résume l'affaire. Je résume 1 an et demi de travail. D'abord, il y avait les problèmes de faire de l'équité parce qu'il y a les droits de mutation. On achète et on vend un token, faut payer. Et si c'est une société à prépondérance immobilier à 5%. Et surtout, les 5%, quand on peut les payer. Mais surtout, c'est que le minimum est de 25 €. Si on met le token à 50 € et à chaque transaction, vous payez 25 € minimum de droits d'enregistrement, voilà, c'est possible juridiquement, économiquement, c'est absurde. Donc, il y avait ce premier truc, mais après, on se dit, on va tokeniser le passif, on va trouver des façons, on va faire de l'obligataire. Et aujourd'hui, il est parfaitement possible de tokeniser tout ça. Aujourd'hui, c'est possible. Seulement, voilà le problème. C'est qu'il n'y a pas de marché secondaire possible. D'accord. C'est-à-dire que vous avez le token dans votre wallet, vous n'en faites rien. Vous devez attendre le terme, ça peut être 5 ans, ça peut être 10 ans, ça peut être 3 ans, je ne sais pas, selon les termes du truc. Vous ne pouvez rien en faire. Donc il y a tout un carcan juridique qui aujourd'hui c'est illégal. Limite. Et aujourd'hui, c'est illégal d'animer un marché secondaire sur blockchain. Et la raison est le dépositaire. D'accord. Il n'y a pas de dépositaire dans blockchain puisqu'on est en self-custody. L'Europe a décidé l'année dernière, en mars dernier, a émis le régime pilote qui était destiné aux institutionnels. Il faut le dire. Quand on voit la complexité du dossier, de l'application, je vous assure que ce n'est pas donné à tout le monde. Mais ils ont lancé ce concept de régime pilote en disant pendant 3 ans, projet par projet, on va donner des exemptions. Ce n'est pas une règle, ce n'est pas des lois. C'est projet par projet, on vous donnera les exemptions dont vous avez besoin pour voir comment est-ce que la tokenisation et la blockchain peut aider dans les marchés secondaires. Cette expérience, ce régime pilote, peut être renouvelable 3 ans. Donc, on part sur 0 à 6 ans. Ils peuvent l'interrompre. Ils peuvent dire finalement, vous savez quoi, ça ne nous plaît pas. Ou alors, ils peuvent très bien dire, au bout de 6 ans, il y a des nouvelles lois qui viennent fort de ce qu'on a appris. Et ça permet quoi, ce régime pilote ? Ça permet d'animer un marché secondaire, d'avoir les exemptions nécessaires, de demander l'exemption pour pouvoir animer un marché secondaire sur blockchain. Attention, dans le DLT, dans le DIP, peu importe comment on appelle ça dans le jargon juridique, et c'est ce que ça permet de faire. L'application est un processus long, lent et douloureux, je le dis, et coûteux. Si on le fait bien, ça coûte, c'est comme ça. Realty est en plein dedans, et c'est ce qu'on fait. Et dès que c'est fini, on pourra tokeniser un bien européen. D'ici là, l'interface utilisateur sera beaucoup plus avancée et très simplifiée comparé à ce que c'est actuellement aujourd'hui. Donc, il n'y aura même pas ce concept de Connect Wallet et on pourra aller directement sur le marché secondaire qu'on pourra mettre le YAM, donc, à disposition des émissions européennes. Mais pour ça, il nous faut le régime pilote pour qu'on soit tranquille
d'un point de vue réglementaire. Aujourd'hui, vous avez la technologie pour la tokenisation et je sais que vous l'avez fourni, cette technologie, notamment à Richard Détente pour CleanSat Mining. Tout à fait. C'est très intéressant d'ailleurs. J'aimerais bien que tu m'en parles un petit peu d'ailleurs. J'ai toujours adoré le mining. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. En tant que bitcoiner, je pense que c'est important de participer. J'ai une passion pour, mais j'en étais complètement sorti. Complètement. Pas une seule machine, pas un seul truc, rien. Et quand Richard Détente m'a parlé de CleanSat Mining, avec l'aide que le mining apporterait à certaines juridictions, à certains pays, à certains parcs, à certaines choses. Donc c'est vraiment quelque chose de positif. Ça a une utilité. C'est de l'énergie souvent très clean, comme de l'hydro. C'est des parcs comme dans le parc de Virunga, où ils ont besoin de pouvoir utiliser cette électricité, sinon ils le perdent. Et ils perdent, c'est tout un effet domino économique pour la région. Donc ils ont besoin de ça. Le mining a sauvé le parc des Virunga. Mais absolument. Ouais. Et ça, c'est incroyable. Et ça, les gens, les gens qui parlent que d'écologie, qui ne veulent pas voir le fait que le mining clean est possible, ben, je les encourage à faire leurs recherches. Et puis c'est surtout qu'aujourd'hui, on est obligé de passer par là parce que la puissance de calcul est telle, on a tellement besoin d'énergie que si on n'a pas une énergie verte ou tout simplement qui aurait été non utilisée, ben on se tire une balle dans le pied. Ah, on est parfait. Alors là, vous prêchez un convaincu. Là, on est parfaitement en ligne. On est parfaitement d'accord. C'est vraiment ça la réalité. Et quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, mais ça a été pour moi la façon, pour Hilti, pour mon frère et moi. Quand je dis moi, c'est souvent mon frère et moi. De revenir un peu à la genèse. Mais de rentrer, de pouvoir finalement re-rentrer dans le mining de façon intelligente. D'accord. De façon dont on peut être fier. CleanSat Mining, c'est ça. Et oui, on a mis la technologie Realty, dont le YAM, dont la tokenisation. Et je vais vous dire, même CleanSat Mining a une technologie un peu plus avancée, même que celle de Realty, parce qu'on leur donne nos nouveaux codes. Donc, parce qu'on refait tout, je l'avais dit en début, on a une legacy software, parce qu'on a démarré avec des plateformes faciles, pas chères, mais qui sont pas les plus modernes. On refait toute l'infrastructure en ce moment. Et au fur et à mesure qu'on développe, c'est plus facile de la donner tout de suite à CASM que Realty d'en profiter parce qu'on a tellement de services à intégrer que ça met plus de temps au nouveau code à être appliqué dans Realty. Donc, ils ont quelques mois d'avance sur nous. C'est notre technologie, mais ils ont avec quelques mois d'avance et on en est très content. Parce que non seulement on a CASM, c'est une bonne équipe, une équipe géniale, de Richard Détente à Guillaume, etc. Enfin, c'est assez exceptionnel. Mais en plus de ça, il y a cette satisfaction de pouvoir faire du mining de façon clean et avantageuse pour le monde. Et aujourd'hui, faire du mining, c'est le bon moment, quoi. C'est vraiment le bon moment. On est au début du bull run, on est dans beaucoup de choses, j'y crois. Est-ce que le Bitcoin va avoir sa fonction d'origine? Non, j'y crois pas. Mais c'est pas grave, il y en a d'autres. Et il y a un sujet qu'on a omis au tout début, j'aimerais bien qu'on revienne dessus, c'est comment ça se passe quand vous listez une propriété sur la marketplace? Oui. À quel niveau? Quand la propriété est listée sur la marketplace, est-ce que c'est déjà la vôtre ou est-ce que c'est pas la vôtre et les token holders en fait font une sorte de crowdfunding pour que vous puissiez acheter la propriété? Alors, c'est plus ça la question. Je comprends très bien. Ouais. Alors, ça a été évolutif. Au tout début, on voulait pas s'embêter, si je veux, pour parler comme ça, avec un propriétaire qui cherche à vendre. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté les premières propriétés, nous, Rémi et moi. On les a rénovées, on les a travaillées, on les a stabilisées, on les a mis sur le RMM, dont Marlowe's, la première propriété à être tokenisée chez Realty. Donc, on était propriétaire, d'abord. Donc, c'était la vôtre? C'était la nôtre. Et on l'a tokenisée. Donc, on l'a vendue après au token holder. On avait fait dans le premier PPM, on avait montré le coût d'acquisition, on avait montré tous les investissements pour la rénovation, les coûts administratifs pour la louer, on avait fait le total et on l'a tokenisé. Voilà. Les premières propriétés, il y en avait, la plupart étaient comme ça aussi. Par la suite, donc rapidement, je devrais dire, fin 2019 déjà et 2020, quand on vendait une propriété d'environ 60 000 ou 80 000 $ en 45 secondes, on s'est rendu compte que c'est plus la peine de l'acheter en amont. Parce que les achats immobiliers, ça met beaucoup plus de temps que 45 secondes, que 15 minutes, que 1 heure, qu'une journée. Donc, c'est ce qu'on fait chez Realty aujourd'hui, c'est que s'il y a une propriété qu'on cible, on la met sous contrat, donc on la bloque. C'est pas comme ça dans tous les pays du monde, mais c'est comme ça aux États-Unis. On met des contrats, des fois on met un dépôt qui est remboursable
jusqu'à un certain point, on commence la due diligence. Donc là, on investit de l'argent, oui. Pendant la due diligence, on investit, on envoie du monde. Bon, on connaît bien le métier, et on connaît bien notre type d'immobilier, donc ça permet d'avoir une checklist rapide et de voir aussi rapidement ce qui se passe. Mais on doit quand même y aller, on doit faire les phases environnementales, les machins, les trucs, le plomb dans la peinture, des bêtises comme ça. On doit faire tout ça. Et si jamais on voit que c'est une cible qu'on veut acquérir, avant de dire aux vendeurs qu'on la veut vraiment, c'est-à-dire que le dépôt devient non remboursable, on crée la société, on la tokenise et on capitalise la société en vendant les tokens. Donc à ce moment-là, effectivement, on n'est pas propriétaire. La société capitalise, la société, on l'a créée, on en est directeur et on est actionnaire au début. Mais on vend les actions sous forme de tokens, puisque c'est la seule façon d'être actionnaire, c'est d'avoir les tokens. On vend les tokens, ça capitalise la société, et avec ce capital, on appelle le vendeur et on lui dit, bon, finalement, la propriété nous plaît. Si on a déjà capitalisé 100% du bien, on dit simplement, mais à la place de closer dans un mois, on aimerait closer tout de suite. Point. Maintenant, si jamais on voit que ça a bien vendu, mais on n'a pas tout closé, il faut encore plusieurs semaines, on dit quand même au propriétaire, on est intéressé. Le dépôt devient non remboursable et on va closer dans 1 mois, 2 mois. Voilà, selon les termes de l'offre. Ok. Et c'est comme ça que l'on travaille aujourd'hui. Et tu as parlé tout à l'heure d'une propriété que tu as listée, après que vous vous soyez fait un petit peu connaître, qui a été vendue en 15 secondes. Ah là, il y a des propriétés pendant un moment qui se partaient. Une propriété de 100 000 $ partait en moins d'1 minute. Ouais. C'était quoi Bon, il y en a eu plein. Non, plein. La réaction, quand tu as vu ça, tu as dû te dire, mais on est des visionnaires, quoi. Alors, au tout début, il y a quand même ce sentiment de satisfaction en disant finalement le produit plaît. Finalement, on a réussi à communiquer de notre passion aussi. C'était assez génial. Et rapidement, c'est devenu aussi c'est devenu un petit souci, si je peux me permettre, parce qu'on vendait trop vite. Et pourquoi est-ce qu'on vend trop vite ? Je vais expliquer. D'abord, c'est que les token holders qui avaient l'habitude de notre système étaient beaucoup plus rapides que les nouveaux venus. Ce qui fait que ça empêchait aux nouveaux venus de devenir token holder. Alors, quand ils avaient fait l'effort d'apprendre sur Realty, de venir sur Realty, de s'inscrire, de faire leur KYC, et qu'à le moment de la vente, ils s'asseyent pour acheter leur token et c'est déjà vendu, c'est une mauvaise expérience. Alors, ça arrive 1 fois, ça arrive 2 fois, ils ne reviennent pas une 3e fois. Donc, on perdait. Donc, on n'arrivait plus à acquérir de nouveaux token holders dans le monde suffisamment rapidement. Alors, comment vous avez corrigé ça ? On a ralenti, on a fait force de ralentir les ventes. D'abord, en disant, on a mis quelques propriétés plus grosses. C'est la première chose. Ça aussi, ça n'a pas très bien marché. Ensuite, on a divisé les ventes en 2 parties. D'abord, la première, 80%, et la deuxième, le lendemain, 12 heures après, 20%, mais avec une limite de tokens qu'on peut acheter, token par token. C'est-à-dire que plus la propriété se vend, moins on peut acheter de tokens. Ça a permis, par contre, ça a bien marché. Ça a bien marché. Ça nous a permis d'avoir des propriétés qui restaient au moins 3-4 jours. Alors, c'est que le dernier 10% qui restait 3-4 jours. Mais ça restait là parce qu'on pouvait acheter qu'un token à la fois. Ça, c'est bien. Aujourd'hui, on a d'autres systèmes qui vont apparaître bientôt pour pouvoir avoir un système plus égalitaire et permettre à tout le monde d'investir. Mais aussi, on a une propriété qui est pour les débutants, que seuls ceux qui ne sont pas clients, qui n'ont pas de token, peuvent en profiter et acheter. Elle part lentement, mais celle-là, on est propriétaire de celle-là déjà, parce qu'on sait que ça va mettre du temps. Donc, on les achète token par token, et elle est ce qu'on appelle la starter property, qui n'est là que pour ça. Et vers la fin, quand on voit qu'elle est bien avancée, on l'ouvre à tout le monde pour les collectionneurs. Parce qu'on a des collectionneurs qui achètent un token de chaque propriété et on ne veut pas qu'ils cassent leur collection. Donc, on l'ouvre pour que les collectionneurs puissent en profiter. C'est génial, ça. Merci. Mais ça a été nos solutions pour justement pouvoir être démocratique aussi et permettre à tout le monde. Ensuite, on a encouragé aussi, on avait des baleines qu'on adore. On adore nos baleines, vraiment. Mais quand on met un maximum d'achat d'une société à 10%, et aujourd'hui, personne à l'émission peut acheter plus de 10%. Mais quand il y en a 5 qui achètent... C'est pas déconnant. Exactement. Quand il y en a déjà 5 qui achètent 10%, ça fait 50% qui part en 5 transactions, en même pas quelques secondes. On les connaît, nos baleines. On les connaît bien. On a parlé un petit peu avec eux. Et maintenant, quand ils participent un peu plus petit pour laisser de la place à tout le monde, le temps qu'on puisse avoir plus d'immobilier dans la pipeline. Parce que l'argument, c'est mettez plus d'immobilier. C'est tout. C'est vrai. Mettez plus d'immobilier. Seulement, l'immobilier, ça se source.
Ça se travaille dans la due diligence et on n'achète pas en 15 minutes un bien immobilier. Ce n'est pas vrai. Il faut le négocier aussi. Et si jamais on le met en vente pendant qu'on le négocie, on se tire une balle dans le pied, on ne peut pas négocier. Donc c'est un processus lent, l'acquisition immobilière aujourd'hui. Realty le permet de le faire rapidement, avec un clic. Mais derrière, quand on achète l'immobilier, tant qu'on n'a pas un parc immense de plusieurs milliards, c'est pas ça. L'acquisition, elle se fait. Il faut la négocier, ça met du temps. Donc, c'est bien beau de dire, mettez-en plus, mais il faut le trouver. Et comme on vend tout ce qu'on trouve de toute façon, on essaie toujours de se rattraper. Donc oui, le but, c'est de grandir l'équipe et d'avoir des partenaires aussi de grands fonds qui sont en fin de vie. Les sunsetting funds, ceux qui sont en coucher de soleil, on dit, qui doivent vendre leurs biens immobiliers. Là, on va les voir et il y en a quelques-uns qui ont des milliards. Ils arrivent fonds numéro 1 qui doit se terminer, et on essaie de négocier avec eux. La négociation n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Ils n'ont pas vraiment intérêt ou ils n'ont pas la patience de passer par nous. Dans le sens où, moi, mon but, c'est d'avoir le prix le meilleur. Moi, mon objectif pour les investisseurs, c'est d'avoir le prix le plus bas possible. Donc, il y a ce tiré-poussé qui rentre en jeu, qui donne des résultats au lance-pierre, pas systématiques. Donc, c'est très difficile pour ça. C'est pour ça qu'on doit grandir les équipes, avoir plus de sourceurs, pouvoir expliquer aussi aux token holders que même si ce bien a une rentabilité qui paraît être moindre que d'autres, c'est un bon investissement. Il faut le faire. Alors, il y a beaucoup d'éducation. Alors, on avait créé Realty Academy pendant un moment. On ne l'a pas trop retravaillé récemment, faute de ressources humaines. Donc là, le but, c'est aussi de relancer ça, mais avec une plus grosse équipe. Parce qu'on est tous, on est une petite équipe et on a tous plusieurs casquettes. Et c'est plus possible à notre taille. D'accord. Bon alors, la suite, l'évolution, l'utility token, l'Europe, le UK, des partenariats avec des fonds, avec des sociétés de gestion, avec des experts immobiliers dans chaque pays, avec donc le futur est à la technologie, à la géographie et au partenariat. La technologie évolue à une vitesse telle qu'il va y avoir des possibilités de faire des choses inimaginables. Et ce qui est incroyable, c'est que dans 10 ans, 15 ans, les jeunes qui commenceront à investir, pour eux, ça sera parfaitement normal. Et c'est ça la vision de Realty. Démocratiser tout type d'investissement qui avant était limité à des gros billets d'entrée ou à une lourdeur administrative. Acheter une propriété, c'est lourd. Hypothéquer une propriété ou avoir un emprunt, c'est lourd. Essayez de le faire en 3 clics ou essayez d'avoir l'emprunt et une fois que vous avez l'emprunt, de dire je vais les réinvestir. Bon, il faut à nouveau aller ressourcer une propriété, la racheter pour l'emprunter à nouveau. Vous le faites 2 fois dans l'année. C'est immense comme travail pour la plupart des gens. Là, avec quelques clics, ça se fait. Mais il faut réaliser le potentiel immense international que c'est. Et comme ça change en profondeur, les risques, parce que la propriété elle-même n'est pas hypothéquée. Donc, ça change en profondeur les risques et ça change en profondeur l'accessibilité et la rentabilité. Le génie est sorti de la boîte. Realty a montré que c'était possible. Realty a montré la puissance de la blockchain. Et je pense vraiment qu'on est... Et je le dis avec conviction. Je pense qu'on a vraiment montré la puissance d'un cas applicable de la blockchain au monde réel. Ce n'est pas la blockchain pour des actifs numériques. C'est la blockchain pour des actifs réels et que c'est utile. Que ce qu'on fait avec, ça serait très difficile de le faire sans, voire impossible. Et j'encourage à nouveau les jeunes à démarrer tôt leur investissement, surtout avec les revenus composés. Je vous assure que dans 10 ans, soyez patient. 10 ans, pour un jeune, 10 ans, c'est je serai un vieux croulant. Non, vous ne le serez pas. Dans 10 ans, vous serez surpris de la taille de votre portefeuille. Allez-y à votre niveau, allez-y à votre rythme, mais allez-y. Faites-le. Surtout que je pense que les années à venir vont être houleuses, globalement. Et qu'avoir son portefeuille dans son wallet avec ses tokens, ça va être une assurance agréable à avoir. Donc, ça, c'est pour le futur de Realty. J'ai la vision que les token holders aussi participeront de plus en plus à la gouvernance de Realty. Donc, on va créer une DAO. C'est pas pour tout de suite. On en a parlé il y a 2 ans déjà. On avait fait un podcast dessus, un appel communautaire dessus. C'était trop tôt. Ouais. C'était trop tôt. Une DAO, c'est Decentralized Autonomous Organization, qui est gérée par les
participants de la DAO, avec leur token de gouvernance, ils votent. Tout le monde a son mot à dire. Tout le monde a son mot à dire. Ils doivent approuver chaque décision et voter sur chaque décision. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a une idée, il faut qu'il la soumette, il faut qu'elle soit votée. Et ensuite, qui fait quoi, et chacun a son truc à dire. C'est génial. Et c'est un futur possible. Ce que j'aimerais, c'est que chaque expert qui vont rejoindre en partenariat Realty ait cette volonté, ce désir, cet amour d'expliquer et de transmettre aussi sa petite science. Voilà, donc c'est un peu la vision qu'on a. On veut rester très proche de la communauté, très proche de nos token holders, très engagés. Avant, Rémi et moi, on était très présents dans les réseaux sociaux. J'aimerais y revenir. C'est juste que c'est vrai qu'on est une trop petite équipe aujourd'hui, donc on doit l'agrandir. Ouais. Il y a trop à faire. En tout cas, merci Jean-Marc pour cette interview. C'était un plaisir de t'avoir reçu sur ce podcast. J'espère qu'on aura l'occasion aussi de se revoir pour approfondir le sujet sur l'Europe et aussi sur l'utility token, Absolument. Notamment quand il y aura plus d'informations. Et puis, on se dit à bientôt. À très bientôt et merci à tous. Merci.